I may be back, bitches. Bonjour, ou même Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo pour parler de quand est-ce que la création de contenu c'est devenu nul et de pourquoi il y a plein de gens qui ont quitté YouTube à un moment donné. Alors, en fait, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. Dans la première version que j'ai filmée il y a peut-être 2 jours, je parlais juste de moi, mon cheminement sur YouTube, parce que je m'étais posé la question de pourquoi à un moment donné j'arrêtais de faire des vidéos alors qu'en fait, j'aime faire des vidéos. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je continue à tourner des vidéos et à les monter et à ne plus jamais les mettre sur YouTube. Donc ça fait 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi que j'ai pas posté de vidéo, mais il faut savoir que tout le temps dans ma vie, quand j'écris ce que j'appelle des plans d'action, qui sont en fait les choses que j'ai envie de faire à court terme, il y a toujours publié des vidéos sur YouTube. Sauf que il n'y a jamais de vidéos publiées sur YouTube. Donc je me suis posé la question de comment ça se fait, etc. J'ai fait une analyse de mon propre parcours, et puis voilà. Sauf qu'en fait, j'ai creusé un petit peu, et je me suis rendu compte que ce que j'ai expérimenté, je pouvais l'extrapoler à d'autres chaînes YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler de ce moment où YouTube c'est devenu nul et que plein de gens sont partis. Alors peut-être que quand je vous dis la création de contenu c'est nul, les gens ont quitté YouTube, vous vous dites mais de quoi parle cette femme? YouTube est en plein essor, les gens sont là, les youtubeurs sont là. En fait, ce que je vais vous raconter et mon analyse, elle est purement générationnelle. Je pense que plein de gens qui ont à peu près mon âge et qui ont eu des chaînes YouTube au début des années 2010 se sont barrés ou ont drastiquement réduit leur contenu sur leur chaîne. Et pour ça, je vais utiliser des exemples. Je ne sais pas si je vais les citer, mais dans tous les cas, je vous rendrai disponibles les chaînes que j'ai en tête. Je pense que je vous mettrai juste une grande liste de chaînes dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller vérifier ce que je dis et les tendances que moi j'ai identifiées pour moi et sur ces autres chaînes que j'ai parcourues ces derniers jours. On va commencer donc par les débuts de YouTube. Comme je vous ai dit, là on va faire une vidéo un peu générationnelle. Donc moi là j'ai 29 ans. Donc quand je commence ma chaîne YouTube en 2014, j'ai 18 ans. Et on va se concentrer sur les gens qui ont autour de 16-18 ans, entre 2010 et 2015, on va dire, au moment de leur création de chaîne YouTube. Alors, on va remettre YouTube dans son contexte de l'époque. Autant jadis, sur YouTube, en tout cas pour moi, quand on est en 2010, 11, 12, pour moi YouTube ça sert juste à regarder des clips de musique et des films piratés. Et à ce moment-là, quand je rentre au lycée, je découvre la sphère YouTube beauté et le YouTube gaming et humour. C'est deux sphères de YouTube, c'est tenu par des gens qui ont à peu près mon âge, des personnes auxquelles je pourrais m'identifier, des filles qui ressemblent aux filles de ma classe, des mecs qui ressemblent aux gars de ma classe, et je me dis à peu de choses près, j'aurais pu être dans le même lycée que ces gens-là. Ce sont des gens qui filment des vidéos dans leur chambre en très basse qualité, donc on est sur des vidéos qui sont faites avec les moyens du bord, et puis ces gens-là ont leur petite communauté. Aujourd'hui, quand je vous parle de création de contenu, de youtubeurs, de vidéastes, etc., c'est bon, c'est ancré dans la tête de tout le monde, mais là, je suis en train de vous parler d'une époque où, en fait, le placement de produits, ça n'existe pas. Ça existe, mais ça s'appelle même pas comme ça. On n'est pas encore sur le moment où les gens font de YouTube leur métier. Ça va arriver un petit peu après. Quand on commence sa chaîne YouTube en 2012, 13, 14, on arrive, on pose sa caméra, sa webcam, on fait ses petites vidéos dans sa chambre. Et en fait, à l'époque, YouTube, c'est quelque chose de très communautaire. Parce qu'au départ, YouTube, c'est juste une plateforme qui te permet de partager des vidéos. Et ça s'arrête là. Petit à petit, ça va devenir une plateforme très lucrative. Mais à l'époque où je vous parle, en fait, YouTube, c'est tu mets des vidéos, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi si tu fais beaucoup de vues, comme il y a des publicités sur les vidéos YouTube, à l'époque il n'y a pas les vidéos au milieu de la vidéo, les publicités au milieu de la vidéo, il y a des publicités parfois en début de vidéo et c'est quand même hyper rare, mais surtout il y a les publicités par annotation qui sont des espèces de petites affichettes qui s'affichent en bas de l'écran et tu peux cliquer sur la croix, mais en fait ça gêne même pas ta vidéo, ça ne stoppe pas la vidéo. Bref. Il y a des trucs qui disent comme quoi si tu fais beaucoup de vues sur YouTube, tu peux gagner de l'argent avec les publicités, etc. Mais on n'est pas sur le ça va devenir ton travail. Il n'y a pas ça encore. À l'époque, quand tu postes une vidéo sur YouTube, je voulais parler de l'aspect communautaire, quand tu postes une vidéo, tu as quand même assez de chances que ta vidéo soit vue, soit par les gens qui ont tapé les bons mots-clés, soit parce que ta vidéo elle est similaire à une autre et donc elle est suggérée sur la page des gens. Bon. Et donc, tu postes tes vidéos YouTube, tu commences à avoir 1, 2, 3, 4, 5 abonnés. Vraiment, vous n'êtes pas beaucoup. Mais il y a un truc qui se passe qui est assez simple, c'est que
allez, on va reprendre mon YouTube de 2014 là-bas. J'ai 25 abonnés, je poste une vidéo. En général, 24 heures après, la vidéo a une trentaine de vues. Quasiment tous tes abonnés l'ont vue et les gens commencent à commenter. Le YouTube de l'époque, c'est vraiment un truc qui te permet d'échanger facilement. Tu postes une vidéo, les gens les commentent, les gens s'engagent assez facilement. Et puis, à l'époque, sur YouTube, il y a une messagerie. Comme Facebook Messenger quoi. Donc tu pouvais taper la discute et te faire des potes avec qui tu parlais en message privé YouTube. Bon, cette fonctionnalité n'existe plus. Maintenant, dans les années 2014, 15, 16, va émerger, on va dire, la création de contenu à proprement parler, sauf qu'on ne l'appelle pas encore comme ça. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des youtubeuses, des youtubeurs qui vont avoir plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et à l'époque, 100 000 abonnés, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sortez les calculettes, elles sont des gros chiffres, des gros chiffres. Je précise parce qu'aujourd'hui, on est habitué à avoir des youtubeurs qui tapent les millions et les dizaines de millions d'abonnés et ça choque personne. Mais à l'époque, 100 000, c'était un délire. Même 10 000, c'était en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Gros chiffres, des gros chiffres. On est vraiment sur ces époques-là. Et en fait, les gens qui venaient chercher les centaines de milliers d'abonnés, il y en avait vraiment, vraiment pas beaucoup. C'était le haut du panier. Et donc, ces personnes-là vont commencer en fait à faire des partenariats, etc. Mais à l'époque, il n'y a même pas de législation là-dessus. Ça veut dire que quand toi, tu regardes ta vidéo, et ben tu regardes une vidéo d'une fille qui fait des tutos make-up depuis 4 ans, et d'un coup, elle te présente un rouge à lèvres, elle te dit « J'ai trouvé ce rouge à lèvres, il est absolument génial, je l'adore. » Et ben vous savez quoi, le site, il m'a laissé un code promo. Si vous tapez ce code promo, vous aurez 10% de réduction sur ce rouge à lèvres. Et toi, tu te dis « Waouh, voilà, trop de la chance. Le site, il a été trop gentil de lui proposer un code promo. » Tu connais pas le concept de lien d'affiliation, tu connais pas le concept de network, tu connais pas tout ça. Il n'y a même pas encore de loi, il y a un vide juridique. À ce moment-là, les gens ne sont pas obligés de vous dire qu'ils sont en train de faire une publicité. Donc, on est sur ce moment-là. À ce moment-là, YouTube, ça devient petit à petit une plateforme sur laquelle on peut vendre des choses, donc par la publicité. Et la plateforme va évoluer et c'est là qu'il y a plein de youtubeurs, youtubeuses qui vont avoir un nouveau décor, qui vont faire des vidéos un peu plus quali, qui vont dire oui j'ai changé de matériel, regardez j'ai changé ma déco. Ce que ces gens ne te disent pas, c'est que souvent en fait ils sont maintenant dans des studios. Qu'ils nous le disent ou qu'ils ne nous le disent pas, franchement c'est pas grave, mais ce que je suis en train de vous dire c'est que d'un moment, d'un coup d'un seul, on va se retrouver avec plein de gens qui font des vidéos dans leur chambre, des gens qui font des vidéos en studio, et des gens qui font des vidéos dans leur chambre, qui sont logés à la même enseigne. Et c'est là un peu qu'on va arriver sur le déclin de YouTube. Donc là, selon mes estimations, on est entre 2015 2016, ou ouais, pour moi c'est vraiment à cette époque-là, allez, entre 2014 et 2016, c'est vraiment le moment où il y a plein de youtubeurs et de youtubeuses qui vont signer chez des, comment ça s'appelle, des networks ou des régies publicitaires type Webedia. Je pense que vous voyez à peu près ce que c'est. C'est un petit peu l'intermédiaire qui leur permet de signer des contrats avec des marques. En gros de gros. Et c'est comme ça qu'ils vont générer plus de revenus. Parce que c'est pas les publicités YouTube qui vont te rendre riche et faire de YouTube ton métier. Et à ce moment-là, pourquoi je dis que c'est générationnel? Il y a plein de gens qui vont juste avoir une baisse d'activité sur YouTube. Ben c'est parce qu'en fait, pour les gens qui ont mon âge, on est en train de commencer nos études supérieures. Donc, va se poser la question pour les très très gros youtubeurs, c'est est-ce que tu vas faire des études ou est-ce que tu vas faire de YouTube ton travail? Et je parle que des gros youtubeurs qui ont à peu près mon âge. Ceux qui sont un peu plus âgés, ils ont déjà eu un métier, ils sont déjà diplômés ou en tout cas ils ont déjà eu leur vie professionnelle et donc le fait de peser ce pour et ce contre, c'est pas le même que pour une personne de 18 ans qui vient d'avoir son bac, qui vient d'être admis à la licence ou dans l'école dont il a toujours rêvé. Et en fait, qui a pour ambition d'être, je sais pas moi, architecte. C'est-à-dire que aujourd'hui, les enfants, ils peuvent te dire plus tard, je vais être youtubeur, ou même pas les enfants, tu vois, les gens, même les ados, ils peuvent se dire, je vais faire de la création de contenu, je vais être youtubeur, je vais être influenceur, etc. Aujourd'hui, ce sont des métiers. En 2014, 15, 16, c'est pas encore des métiers. C'est un truc un peu, ok, tu sais pas trop où tu mets les pieds, ok, aujourd'hui, YouTube, ça te fait un peu d'argent, mais est-ce que c'est suffisant pour en faire un travail? Donc quand tu as 17-18 ans et que en fait t'as jamais rêvé de faire des vidéos toute ta vie, et bah tu te dis bah en fait non, moi je suis en train de faire mes études pour devenir ça, donc effectivement tu vas poster un petit peu moins de vidéos parce que tu vas te concentrer sur tes études supérieures. Et c'est à ce moment-là qu'il va se passer un truc qui va tout changer, c'est que YouTube va
repenser sa plateforme et YouTube va devenir une plateforme pour créateurs de contenu. Sauf que YouTube va devenir cette plateforme pour créateurs de contenu pour tout le monde. Ça veut dire que pour moi qui a 550 abonnés et pour Lena Situation qui est sur ses dizaines de milliers d'abonnés déjà à l'époque, on va avoir le même YouTube Studio qui va nous demander les mêmes choses. Et c'est là que YouTube en fait va devenir comme un patron toxique. Comme j'ai dit, à partir de 2014, 15, 16, il y a pas mal de youtubeurs, youtubeuses qui vont se professionnaliser. C'est pas tout de suite visible, mais petit à petit, ils vont en parler, ou des vidéos vont sortir sur le fait qu'en fait les youtubeurs font des placements, etc. Il va y avoir les réglementations sur le placement de produits, sur le droit d'auteur par rapport à la musique qui vont être mis en place. Donc vraiment, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus pro et on va sortir de la vidéo amateur. Sauf qu'en fait YouTube il s'est pas cassé la tête à faire un YouTube pro et un YouTube moi par exemple. Il a fait un seul YouTube Studio. Le YouTube Studio c'est quoi? C'est, si tu veux, c'est le back-office de YouTube auquel tu as accès à partir du moment où tu postes une vidéo. Au départ ça s'appelait le YouTube Analytics et puis après c'est devenu le YouTube Studio qui est un truc un peu plus gros qui englobe aussi le YouTube Analytics qui est en fait un outil d'analyse de données qui te permet de savoir un petit peu qui regarde tes vidéos, à quelle heure, qui a cliqué, qui s'est abonné, qui s'est désabonné, à quel moment les gens sont restés plus longtemps. C'est vraiment de la collecte de données en masse et si tu as une équipe ou si tu as les compétences pour, tu peux vraiment utiliser ces données pour faire monter les performances de ta chaîne. Bon, comme j'ai dit à ce moment-là, pour les gens qui ont à peu près mon âge, on est parti à l'école. On est parti s'instruire si on voulait, ou on est parti travailler si on voulait, on est parti en alternance si on voulait, ou pour ceux pour qui il y avait vraiment beaucoup d'abonnés et beaucoup de financement déjà, genre ils pouvaient déjà en faire leur métier, bah, il y en a qui en ont fait leur métier, genre Squeezie. Mon propos n'est pas ici de dire faire des études c'est pas bien ou ne pas faire des études c'est bien, enfin bref, on s'en fout un peu, mais simplement ça va faire qu'il y en a qui vont se professionnaliser, qui vont avoir des studios, qui vont avoir des gens qui écrivent leurs vidéos, qui vont avoir un cadreur, un monteur, une régie publicitaire, etc. Mais toujours avec le même discours, le même décor qui te fait penser que c'est ton pote. Donc en fait, on sait même pas tout de suite qu'on entre en rivalité, sans le vouloir, avec des gens qui sont absolument pros et qui ont les moyens techniques, financiers, matériels et humains de créer des vidéos toutes les semaines hyper qualitatives et qui en plus ont souvent des moyens de comprendre les outils de mesure d'audience pour les utiliser à bon escient pour faire monter leurs chiffres et leurs performances. Le YouTube Studio, donc comme je vous dis à ce moment-là, il devient hyper toxique. Je m'explique. Moi, je suis là, je fais mes vidéos une fois tous les X, Y, Z matin. Je vois, en fait, le truc, c'est que je ne poste pas de vidéos, mais ma chaîne prend des abonnés. Et là, il y a un truc qui va être étrange, c'est que je vais poster des vidéos en ayant, genre, 10 fois, 20 fois plus d'abonnés, et je vais faire, genre, 1000 fois moins de vues. Comment tu m'expliques que lorsque j'avais 100 abonnés en 2014, je faisais des vidéos qui faisait des dizaines ou des centaines de milliers de vues et qu'en 2022, quand j'ai à peu près 2000 abonnés, ma vidéo elle en fasse 50 et elle galère à faire 100 vues. C'est bizarre. Donc ce qui se passe dans ta tête de créateur de contenu, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que YouTube va considérer tout le monde comme étant un créateur de métier. Donc on va dire qu'à ce moment-là pour YouTube, moi je suis créatrice de contenu et YouTube en fait il fait que mesurer mes performances et YouTube il va changer son algorithme et il va faire en sorte qu'en fait tout le monde ne voit pas tes vidéos. Là où quand tu avais une centaine d'abonnés et que tu postais une vidéo, tu étais à peu près sûr d'avoir une centaine de vues dans la journée. Maintenant, quand tu postes une vidéo, YouTube montre la vidéo à une partie de tes abonnés et si cette partie d'abonnés ne s'engage pas suffisamment, ta vidéo elle tombe dans l'oubli, elle n'est pas mise en avant, elle est loin là-bas, d'où le activer les notifications, activer la cloche parce qu'en fait si tu n'actives pas la cloche, même si tu es abonné à ma chaîne, je peux ne pas apparaître sur ta page d'accueil. Il faut que tu ailles dans tes abonnements pour voir que j'ai sorti une vidéo. Et ça va être le nouveau jeu de YouTube. Et ça va faire que pour des personnes comme moi, pour qui c'est pas le métier, YouTube ça va devenir une plateforme hyper anxiogène. Je m'explique. J'arrive sur le YouTube Studio, je poste une vidéo, elle fait très peu de vues, et du coup la première chose que tu te dis c'est bah, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Tu t'attends pas à faire des scores de fou, mais tu t'attends à ce que au moins la moitié de ton audience voit tes vidéos, ou au moins 30% de ton audience voit tes vidéos. Ça veut dire que quand moi j'arrive avec des vidéos en ayant 1500 abonnés, je me dis au bout d'une semaine, il y a bien un tiers des gens qui auront vu la vidéo, tu vois.
Ça, plus les gens pas abonnés qui vont tomber dessus. Pas du tout. Tu fais une semaine, t'as 39 vues. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, YouTube, vicieux comme il va t'envoyer des notifications. Il va te dire, t'as vu, ta vidéo, elle marche pas trop. Peut-être tu devrais changer la miniature. Peut-être que tu devrais pas poster à cette heure-ci. Peut-être que tu devrais changer de sujet. Peut-être que tu devrais changer le titre aussi. Et donc, YouTube, il va te dire tous les matins que ta vidéo, elle fonctionne pas suffisamment. YouTube va aussi faire un truc un peu plus vicieux, c'est qu'il va te mettre en compétition avec toi-même. Ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, là, je suis en train de poster cette vidéo. Cette vidéo va entrer en comparaison avec les 10 dernières vidéos que j'ai mises sur ma chaîne. Et YouTube va prendre la température en temps réel et va dire, j'invente un chiffre. Mettons que cette vidéo, en 1 heure, elle fasse 15 vues. Il va me dire, cette vidéo en 1 heure, elle a fait 15 vues, mais tu sais, la dernière vidéo que tu avais postée, en 1 heure, elle avait fait 50 vues. Donc, il va falloir que tu ailles voir qu'est-ce que tu as fait la dernière fois qui a fait que tu as fait 50 vues en 1 heure et que là tu en fais que 15. Est-ce que c'est la miniature? Est-ce que c'est le titre? Est-ce qu'en fait la dernière fois tu as posté à 19h30 un samedi mais là tu as posté un vendredi à 14h, du coup il y a moins de monde qui regarde et donc tu vas te retrouver dans ce truc un peu de performance et ça va enlever le goût à la création de contenu. À partir du moment où YouTube nous a tous mis dans le même moule, bah ça a vraiment changé la donne de la création de contenu pour tout le monde. C'est-à-dire que ceux dont c'est le métier, c'est vraiment trop bien pour eux d'avoir autant d'outils, etc. De jouer avec les performances, d'utiliser ces outils de traitement de données, c'est fait pour pouvoir maintenir leur activité parce que c'est devenu leur travail. Donc forcément, quand ils reçoivent, quand YouTube leur met une petite cloche comme ça pour dire attention, ta vidéo elle fait moins de performance. J'imagine que quand c'est ton travail, tu commences à chercher à gauche, à droite, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer. Mais quand c'est pas ton travail, que tu viens faire des vidéos pour le plaisir et que même les gens qui s'intéressent à tes vidéos ne les voient pas et ne sont pas au courant que tu postes tes vidéos, et bah c'est décourageant. Moi je me suis rendu compte de ça il y a quelques semaines seulement, au moment où j'ai écrit dans mon nouveau plan d'action de 2025 que j'avais envie de reprendre les vidéos sur YouTube et que cette année j'allais vraiment le faire, même si je le dis depuis 2022, mais que cette année c'était l'année où j'allais faire au moins une vidéo sur YouTube, sachant que, comme j'ai dit un peu plus tôt, j'ai jamais arrêté de filmer, j'ai juste arrêté de poster. Et donc, je me dis, tiens, de quoi je vais parler? Et là, je me vois en train de faire un business plan sur 4 pages. Je vous jure, je gratte 4 pages où je me dis, ok, en fait, sur YouTube, j'aimerais faire une vidéo sur ça. Mais, puisque quand je vais la poster, YouTube ne va pas le montrer à tout le monde. Il faudrait que j'arrive à avoir de l'engagement au début. Donc en fait, je vais créer un compte Instagram dédié à ma chaîne YouTube où je vais faire des vidéos courtes et je vais dire aux gens dans ces vidéos courtes que s'ils ont envie d'en savoir un peu plus sur le sujet, ils peuvent me suivre sur YouTube. Ensuite, je vais faire un teaser, ça va créer de l'attente et comme ça, quand je vais poster la vidéo, normalement, je fais un peu d'engagement et donc YouTube va montrer mes vidéos. Et là, je me suis dit, mais attends, Télé, c'est ton travail? C'est ton travail depuis quel jour? C'est là que j'ai dit, mais en fait, c'est ça. YouTube a évolué, c'est devenu presque automatique de considérer la plateforme comme si j'étais créatrice de contenu. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a touché plein de gens à peu près de ma génération. Pourquoi je parle de ma génération? Parce qu'en fait, il y a eu vraiment un avant et un après cette transformation de YouTube. La réflexion n'est pas la même quand tu fais une vidéo sur YouTube aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu rentrais de l'école, tu sortais ta webcam, même pas ta caméra, tu faisais une vidéo où on n'entendait rien, de qualité pourrie, mais tu avais 18 personnes qui étaient abonnées à ta chaîne et qui venaient dire oh là là, j'aime beaucoup ton nouveau pull. Et vous tapiez la discute et ça s'arrêtait là et c'était super, c'était un espèce de skyblog. Dit-elle alors qu'elle n'a jamais eu de skyblog. Mais il y avait un truc en fait comme ça assez facile d'accès. Et donc il n'y avait pas toute la réflexion autour. Aujourd'hui, il y a vraiment toute une réflexion algorithmique. On voit que les contenus, par exemple, moi je trouve que les contenus ils se ressemblent beaucoup de plus en plus, que les miniatures c'est un peu les mêmes, que les titres ils ont un petit peu la même forme, que les gens font des vidéos à peu près de la même durée, etc. etc. Parce qu'en fait il y a des formules qui fonctionnent et qui font que ta vidéo va être mise en avant sur YouTube. Est-ce que c'est grave ou pas? Moi je pense pas que ce soit grave. Tant mieux si la création de contenu c'est quelque chose que tu adores, c'est quelque chose que tu as étudié, c'est vraiment un truc que tu as envie de faire et que tu as envie de percer sur YouTube et que tu sais comment faire pour percer sur YouTube, fais! Et tant mieux pour toi. Mais la question qui se pose, c'est pour les personnes pour qui c'est un hobby et qui ont envie de faire des vidéos une fois de temps en temps, bah, qu'est-ce qu'il advient en fait de ces communautés-là? Et c'est là où en fait je suis partie chercher plein de chaînes que je suivais à l'époque où j'étais au lycée ou un peu après, de filles qui avaient à peu près mon âge. Et c'est un truc de fou comment sur toutes ces chaînes, et là je vous parle
pas que des chaînes comme moi qui sont des chaînes sur le côté avec quelques centaines d'abonnés. Je parle de chaînes qui ont aussi des dizaines de milliers d'abonnés. Il y a à peu près 8 ans, tu vois, il y a moins de vidéos. Ou alors les chaînes elles se sont arrêtées et tu vois des espèces de tentatives de comeback à chaque fois. Et tu vois le nombre d'abonnés, genre 120 000. Et tu vois la vidéo, elle fait même pas 1000 vues. Je te dis mais... Et je me dis que pour plein de gens, ça a dû être un petit peu décourageant. Et que vu que pour beaucoup, on a commencé YouTube dans un aspect, on va être entre gens qui aiment bien les sujets qu'on traite. Donc moi, le début de ma chaîne YouTube, c'était du loisir créatif. Et du coup, je tapais juste la discute avec des gens qui disaient « Oh waouh, c'est une trop bonne idée d'avoir utilisé de la peinture pour faire ci, j'aurais jamais pensé à ça. » Aider « Ah, trop cool, je me demandais comment faire ci, bah merci pour l'astuce, etc. » Donc c'était là dans ta petite bulle et tout. Et en fait, ta bulle, elle n'existe plus. C'est-à-dire que ta communauté, elle est même pas au courant que tu existes encore. Et je pense que ça a découragé plein de gens. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a plein de personnes qui ont juste arrêté de faire des vidéos sur YouTube en se disant en fait mes vidéos ne marchent pas, les gens ne sont plus intéressés par mes vidéos. Mais je pense que la réalité, c'est pas que les gens n'étaient plus intéressés, mais que simplement le changement de la plateforme qui s'est transformée en plateforme de partage à plateforme de créateurs de contenu, ça a fait en fait que les gens ont juste perdu le lien entre créateurs et spectateurs. Et que du coup ça donne une fausse impression de tout le monde s'en fout alors qu'en réalité c'est juste personne n'a vu ta vidéo parce que YouTube l'a mise sur le côté. Bonsoir, ici ma version du montage pour vous faire un petit update en fait entre le moment où j'ai filmé la vidéo et le moment où j'ai commencé à monter, c'est-à-dire là tout de suite maintenant. En fait j'ai vu une vidéo qui date d'il y a 2 ans qui traitait un peu du même sujet qui était pourquoi il y a plein de youtubeuses qui se sont arrêtées d'un seul coup, mais pour le coup c'était vraiment des youtubeuses qui avaient eu une ascension fulgurante, qui avait eu des millions d'abonnés en très peu de temps. Et en fait, elles ont toutes suivi le même schéma où elles ont arrêté de poster d'un seul coup. Donc, pour la plupart, il y avait des questions de burn-out parce qu'elles n'ont pas su gérer en fait d'avoir autant de monde qui les suivait. Mais le point d'analyse qui était intéressant, surtout dans la vidéo que j'ai vue, le gars, il revenait sur le fait que ces vidéastes-là, elles avaient été connues surtout pour du vlog et des contenus de type Get Ready With Me, ce genre de choses, qui sont en fait des vidéos qui sont basées sur ta personnalité en fait. Dans le vlog, il n'y a pas de plus-value. C'est pas genre, c'est pas une vidéo de divertissement, c'est pas une vidéo d'enseignement, c'est pas une vidéo où t'as un tuto. Enfin, c'est vraiment des vidéos que tu regardes parce que ça te va de regarder cette personne faire sa vie. Quand ces personnes-là ont eu moins de vues, et ben c'est un petit peu comme si on disait que genre leur personnalité n'était pas intéressante. Dans le sens où, comme les gens ne te suivent pas pour tes connaissances ou tes compétences, ils te suivent que pour ta personnalité, et ben c'est un petit peu comme si quand tu fais moins de vues, bah, ça veut dire que ta personnalité elle est moins intéressante. Et je trouve que ce point il est hyper pertinent, j'y avais pas pensé du tout. Je vous laisse avec la moi du passé pour finir la vidéo. Voilà, c'était ma réflexion sur YouTube, pourquoi tout le monde a quitté YouTube. Je vous mets dans la description une liste de chaînes que je suivais énormément ou pas. Il y a des chaînes que j'ai beaucoup suivies et des chaînes que j'ai suivies de loin, de personnes qui avaient des dizaines, des centaines de milliers d'abonnés. Comme je disais, avoir genre 100 000 abonnés en 2015, 16, 17, c'est astronomique. C'est gros chiffre. Tu pèses de ouf sur YouTube pour l'époque. Et même, je pense qu'aujourd'hui, 100 000 abonnés, c'est beaucoup. Enfin, de toute façon, moi, à partir du moment où t'as 2 abonnés, je suis en mode waouh. Je vous mets ça dans la description. Je vous invite à aller regarder ces chaînes YouTube, à voir comment sur les 5-6 dernières années, le nombre de vidéos a été de moins en moins régulier. Il y a eu de moins en moins de vidéos. Et je vous invite à voir le nombre d'abonnés de la chaîne et le nombre de vues de la dernière vidéo. En général, c'est assez parlant de ce phénomène dont je vous ai parlé. En fait, les vidéos ne seront même pas vues par les gens que ça pourrait intéresser. Et donc vraiment vous allez voir des chaînes avec des 120 000 abonnés qui font 10 000 vues, c'est trop chelou. Et du coup ça donne vraiment cette impression que la vidéo elle est nulle et que tout le monde s'en fout, alors que je pense pas que ce soit le cas. Enfin voilà, ceci était ma réflexion, mon analyse de comment YouTube a bougé. Je pense que toutes les chaînes que je vais vous montrer, ce sont des personnes qui ont à peu près mon âge, sauf quelques exceptions. Et je pense vraiment que le fait qu'au moment où YouTube a basculé, bah, pour la plupart d'entre nous, on n'était pas en mesure de se mettre à temps plein et à penser YouTube comme une plateforme uniquement de création de contenu ou simplement on n'en avait pas envie. Ça a vraiment fait que nos chaînes ont ou disparu ou sont devenues décourageantes pour nous qui créions les vidéos dessus. Voilà.
là. Vous me direz ce que vous pensez de cette analyse, si vous pensez que je suis à côté de la plaque ou si ça vous paraît pertinent. Et là-dessus, je ne sais pas si je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ou pas. Mais en tout cas, je vous dis salut. Qui est dans la plaza? Qu'est pas ça? Ouh là là, mais c'est quoi ça? Sortez les calculettes, elles sont des gros chiffres, des gros chiffres. T'as les gens